Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, on va parler de retournement de marque avec la directrice générale de Maison 123, groupe Etam, qui a donc totalement transformé la marque pour retrouver le chemin de la croissance. On ira découvrir un savoir-faire français, celui des cartes à jouer. Et oui, ça marche encore et même de plus en plus. On sera également avec Bertille Toledano, la coprésidente de l'AACC, qui tape du poing sur la table. Ça n'est pas si souvent que le monde de la pub se rebelle. Et puis on terminera avec notre rendez-vous mensuel sur l'actualité des crises et des mutations des entreprises en compagnie d'Arnaud Marion. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et on commence cette émission avec Axelle Matéry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Maison 123. Alors, on vous présente comme la spécialiste du retournement de marque. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on devient spécialiste du retournement de marque. Alors, on devient spécialiste du retournement de marque. Je ne sais pas, je vous remercie déjà pour cette présentation. Après, spécialiste, je ne sais pas. En tout cas, une passion pour le retail avant tout. Une passion pour des marques, de belles marques endormies, effectivement, qui avec beaucoup d'écoute, d'observation, ont la possibilité, pour la plupart d'entre elles, d'être réveillées, révélées. Et c'est vrai qu'au travers de mes différentes expériences, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler sur des marques qui, au fil des ans, n'ont pas eu toute l'attention qu'elles pouvaient mériter et qui ont périclité au fur et à mesure des années en perdant de plus en plus d'attractivité, de désirabilité et ont perdu, bien sûr, du chiffre d'affaires, du coût de la rentabilité. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir, en tout cas pour cette marque Maison 123, au travers de mon arrivée il y a plus d'un an, de retravailler sur tous les fondamentaux de la marque et de pouvoir la retourner et d'avoir aujourd'hui le plaisir de pouvoir la remettre en lumière avec des résultats en très forte croissance. Alors, vous évoquiez les autres marques par lesquelles vous êtes passé par San Marina et par Cosmo Paris. Est-ce qu'on peut appliquer la même recette partout ? Pas du tout. En fait, alors, la même recette de base, oui, parce que pour moi, la recette fondamentale est l'écoute, le terrain. Donc, l'écoute des clientes, des équipes magasins qui sont, elles, au contact permanent. Il ne faut pas oublier on s'adresse à... Enfin, les marques sont des marques de retail qui s'adressent à des consommatrices et le cœur du business, c'est la consommatrice. Donc, moi, je m'attache dans un premier temps à écouter, observer, rencontrer, challenger les équipes internes du siège, les équipes magasins qui sont en contact permanent avec la cliente et bien sûr la cliente au travers de petits déjeuners, de tables de rencontres, d'échanges, même d'appels. Il m'est arrivé de prendre le fichier client des best clientes et d'en appeler pour essayer de comprendre leurs attentes, leurs frustrations, etc. Et c'est vrai que cette première phase d'écoute, d'analyse, elle est primordiale. Et pour moi, elle fait partie intégrante en tout cas de ma façon de faire, effectivement. Donc c'est peut-être la principale recette, effectivement, que j'applique dès que j'arrive dans une marque, c'est d'écouter la cliente, la comprendre et me dire, OK, il y a un sujet, elle n'est pas en phase avec la proposition d'offre qu'on lui adresse et comment modifier au travers de ce qu'elle m'exprime et répondre à ses attentes. Donc c'est ce que j'ai fait effectivement pour Cosmo Paris, qui était une marque qui appartenait au groupe Varte à l'époque, qui était essentiellement présente dans des San Marina, une toute petite marque, 100 points de vente qui générait très peu de chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'à l'époque, le PDG de l'époque, Georges Plassa, m'avait confié la mission d'essayer d'en faire quelque chose. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a une opportunité de marché sur le luxe accessible. Donc, on a travaillé sur un positionnement de marque beaucoup plus premium, en travaillant une toute nouvelle histoire. Donc là, pour le coup, j'ai réécrit une histoire. Donc, je n'ai pas utilisé l'ADN historique qui était quasiment inexistant du reste, donc j'ai retravaillé quelque chose. Et on a très très vite eu beaucoup de succès. On a ouvert sur le Faubourg Saint-Honoré, on a ouvert dans les grands magasins, Printemps, Galeries Lafayette sur Haussmann, on a ouvert à l'étranger, au Koweït. Bon bref, c'était une belle success story que cette marque. Et ma deuxième grande mission a été effectivement le redressement de San Marina, qui pour le coup, elle était une marque beaucoup plus établie, avec plus de 150 points de vente. Et qui souffrait, alors elle, très, très clairement de désirabilité, d'attractivité sur des positionnements prix et produits en perte de vitesse et voilà, assez loin des diktats de la mode, on va dire. Et mon objectif a été, pareil, d'essayer de comprendre ce que souhaitait la cliente et de proposer une nouvelle offre. Et c'est vrai que cette troisième mission que je mène aujourd'hui pour Maison 123,
se rapproche peut-être plus de la précédente, dans la mesure où c'était une marque qui a 40 ans, plus de 40 ans, une marque patrimoniale, emblématique du retail français, créée par la famille fondatrice et aujourd'hui propriétaire toujours du groupe Etam. Donc, on est à la plus de 3e génération. Donc, c'est un groupe familial français, donc, dans un groupe essentiellement de lingerie, puisque vous avez Etam, Undies et Maison 123. Nous étions la seule marque à faire 100% de prêt-à-porter, parce que Etam a aussi une partie de prêt-à-porter. Et c'est vrai que l'idée, enfin en tout cas moi la mission et le défi que j'avais, c'était de redresser cette marque qui depuis plus de 5 ans connaissait une érosion de son chiffre d'affaires, très forte de sa rentabilité, et avait comme objectif de dire, OK, il y a quand même il y a plus de 160 points de vente en France, c'est une marque quand même qui est bien présente sur le territoire, qui a été très connue, qui a très fortement fonctionné les années précédentes, ou en tout cas pendant les 30 premières années de son existence. Et l'idée était vraiment d'essayer de retrouver un dynamisme, une nouvelle identité à cette marque. Et c'est le travail que je mène depuis plus d'1 an et demi maintenant avec toutes mes équipes pour essayer de faire revivre, renaître cette marque au travers d'une nouvelle direction stylistique, d'une nouvelle direction marketing et d'image. Donc on a retravaillé le positionnement de la marque. Vous avez changé de nom aussi, parce que on a changé de nom. 1, 2, 3. Ça s'appelait 1, 2, 3, exactement. Et pourquoi alors le changement de nom? Alors le changement de nom, il s'est fait antérieurement à mon arrivée, avant, mais l'idée en tout cas qui était exprimée, c'était déjà de travailler cette mue de marque. Donc 1, 2, 3 était assez connoté, avait une connotation plutôt de marque, en tout cas qui ne fonctionnait plus. Comme je vous le disais, ça fait au moins 5 ans que c'est en perte de vitesse. Et c'est vrai que la direction de l'époque avait souhaité déjà entamer une mue au travers d'un nouveau nom, en y accolant effectivement Maison, qui a ce côté très plutôt proche des maisons de couture. Alors, on ne se fait pas du tout référence et on n'est pas du tout sur ce positionnement de marque, mais en revanche, de vraiment travailler quelque chose de plus emblématique, on va dire. Et c'est vrai qu'ils ont souhaité à la fois changer le nom, à la fois changer le concept. Donc, les concepts magasins ont été remodelés il y a plus de 2 ans et demi maintenant sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux, moderne, lumineux. Donc, ça a été les premières étapes de la transformation. Et moi, à mon arrivée, je me suis attelée à travailler l'offre, le marketing, la communication, et à l'intérieur de du compte de résultats, on va dire, toutes les différentes strates que constitue un PNL, à la fois les achats, les frais, les dépenses magasins, etc. Donc avec quels résultats aujourd'hui? Parce que vous m'avez dit, aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que les résultats sont en croissance. Ouais. Alors justement... Alors on avait moi et mon équipe, nous avions 2 ans pour dresser la marque. Et en tout cas, et quand je dis redresser, c'est d'en faire en tout cas d'arriver en termes de résultats à un équilibre. Et on est plutôt satisfait de pouvoir dire qu'on l'aura fait en 1 an. Donc on redevient et tout marque, ça dans un contexte Covid en plus. Tout ça dans un contexte Covid. Et je suis persuadée même que ce contexte Covid nous a été profitable. Alors très clairement sur la top line, on est en réduction versus 2019 de quasiment 20% comme la plupart du marché. En revanche, à l'intérieur de cette top line, comme on a changé toutes les axes de fonctionnement en termes d'achat, de démarque, de margin, de marge-out, ça doit peut-être vous parler ou pas, mais en tout cas, toutes les constantes, on va dire, d'un PNL, on a retrouvé une très forte rentabilité et un équilibre, effectivement, cette année. On a, par rapport au marché, depuis le début de l'année, on a 8 points d'écart par rapport sur la base du panel Retailing auquel nous sommes associés. Donc plus de 8 points de croissance versus tous les restes des concurrents. Donc on est en très forte progression et 25% depuis le mois de mai. Où là, vraiment depuis le mois de mai, post-2e confinement, là on est en très très forte croissance de chiffre d'affaires, aussi bien sur le retail que sur le digital, qui va représenter l'année prochaine plus de 13% de notre chiffre d'affaires. Est-ce que votre cible, elle a changé en même temps que vous avez fait évoluer la marque? Alors, ce qui est assez gratifiant, c'est qu'on a à la fois rassuré et maintenu notre cible, parce qu'on a plus de 160 millions de visiteurs annuels, donc l'idée c'était vraiment de pas les effrayer, de pas les exclure, de pas les exclure. Il faut surtout pas les perdre parce que l'effet ciseau, ça se fait en plusieurs années. Et notre grande satisfaction, c'est justement d'avoir pu les garder et au contraire leur taux de transformation, les paniers moyens ont fortement augmenté parce que finalement. En fait, on propose aujourd'hui, Maison 123 propose une mode accessible, contemporaine,
moderne pour une femme active et quotidienne. Donc historiquement, Maison 1, 2, 3 même était connue pour tout ce qui était veste, tailleur. Donc c'était quand on allait s'habiller chez 1, 2, 3 pour son premier job, pour ses premiers entretiens et puis pour la vie de tous les jours et pour la cérémonie. On était vraiment très connus, la marque était très connue pour tout ce qui était robe, de mariage, etc. D'accord. Et c'est vrai qu'encore plus dans un contexte actuel Covid où il n'y a plus de mariage, on va plus, enfin il y a eu beaucoup de télétravail. Ouais. Il était grand temps de transformer et rabattre de nouvelles cartes et de proposer une offre au contraire beaucoup plus quotidienne avec des robes, des pantalons, des chemisiers, des blouses, de la maille qui est très très belle chez nous. Et donc on a travaillé une toute nouvelle offre à ce moment-là. Alors une offre qui passe aussi par la lingerie, parce que vous avez lancé là une offre de lingerie. Moi j'étais un peu étonnée parce que de la lingerie dans le groupe Etam, il y en a, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Undies, il y a évidemment Etam Lingerie, il y a Livy aussi. Tout à fait. Vous n'avez pas peur de vous cannibaliser entre vous là ? Non, parce qu'en fait on a vraiment travaillé, en fait ces trois marques sont sur des positionnements prix totalement différents. Donc vous avez d'abord Undies, vous avez Etam. Moi, je me situerais juste après en termes de positionnement prix, un peu plus élevé qu'Etam. Et ensuite, vous avez Livy qui est encore bien au-dessus. Donc, on a au contraire chacune notre créneau, exactement, aussi bien en termes de pricing que du coup de matière utilisée, que de positionnement stylistique également. Donc, c'est vrai qu'on se marche pas les unes sur les autres. On a clairement redéfini, on a de toute façon travaillé effectivement une charte qui nous permette d'avoir nos propres clientes. Alors, vous avez pris le virage aussi de la mode durable. Je crois que de toute façon, maintenant, on est un peu obligé, 27% d'offres éco-responsables. Et en même temps, j'ai lu que vous avez doublé les offres en termes de le rythme des collections. Tout à fait. Est-ce que c'est pas contradictoire en fait ? Alors, vous oubliez juste une constante, c'est qu'on a doublé effectivement le rythme des collections, mais on a réduit de plus de 30% les volumes achetés. Donc l'idée, c'était au contraire d'avoir des séries courtes. Donc on est passé de 5 thèmes à 10 thèmes. D'accord. Mais ces 10 thèmes, au global, représentent 30% d'achats en moins. Donc en fait, ce sont des petits thèmes, à l'instar des 5 thèmes qui étaient pléthoriques et qui restaient toute la saison. Donc en fait, on a 10 thèmes qui sont rythmés, qui passent toutes les 3 semaines. Un thème chasse l'autre toutes les 3 semaines. Et c'est vrai que sur des collections très courtes, donc on crée de la rupture, au contraire. On a réduit de plus de 40% nos résiduels. Enfin, on finira à la fin de l'année sur fin 2021. Donc très sincèrement, c'est pas antinomique de justement de cette conscience sociétale et environnementale surtout, puisque à la base, on a retravaillé tout un plan d'achat en très forte réduction. Votre plan d'achat, est-ce que vous avez aussi changé, par exemple, vos fournisseurs ? Est-ce que vous fournissez moins loin ? On sait qu'en ce moment, en plus, oui, alors là, j'allais dire, on est plutôt contraint. Voilà, là, c'est plutôt une contrainte parce que moi, je pars du principe que c'est pas parce qu'on achète à l'étranger qu'on n'est forcément pas garant d'engagements environnementaux ou sociétaux. Ouais. Au contraire, déjà, le groupe, sous le contenu WeCare, qui est notre charte environnementale, nous permet vraiment de sélectionner nos fournisseurs qui sont excessivement audités, qui répondent à un cahier des charges ultra strict qui a été défini. Donc c'est vrai que quand on s'adresse de toute façon à la fois à un fournisseur chinois ou même à un italien ou un portugais, ils doivent répondre au même cahier des charges qui sont contrôlés sur place. Il y a vraiment une volonté absolue du groupe de ne pas... Donc, du reste, on a dû sortir certains fournisseurs, on a dû faire un ménage dans certains fournisseurs. Ça, c'était il y a un peu plus d'1 an, parce qu'effectivement, notre cahier des charges s'est monté a été beaucoup plus exigeant, beaucoup plus drastique, et on a dû faire évoluer. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est plus le contexte Covid, le fait qu'on ait des temps de transport très éloignés quand on s'adresse effectivement plutôt aux grands imports type la Chine, l'Inde, le Vietnam, etc., qui nous contraignent à un peu plus aller sur l'Europe. Mais encore une fois, on ne peut pas se passer de ce grand import parce qu'ils ont des spécificités pour certaines manufactures qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays ou d'autres entreprises, où qu'elles soient. L'Inde est très connue pour sa broderie, pour certaines matières type le coton bio dont aujourd'hui on achète en très forte quantité. C'est vrai que je ne peux pas le retrouver, je ne peux pas retrouver cette même main, cette même finition, ces mêmes détails, ces mêmes imprimés dans d'autres pays. Donc à chaque pays ses spécificités, et c'est vrai que voilà, on s'adapte. En tout cas, ça c'est sûr que le Covid nous demande beaucoup d'agilité.
beaucoup aussi d'anticipation, plus d'anticipation que l'on avait jusqu'à présent, mais tout en étant excessivement exigeant. Et ça, c'est une volonté ultime de Laurent Melchior, le président de notre groupe, le gérant, qui souhaite, qui a mis toutes nos 3 anciennes sous cet engagement WeCare. Alors, le gouvernement a lancé cette semaine les assises du commerce. Alors, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais en tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une espèce de mobilisation. On a énormément et peut-être jamais autant parlé de retail que jusqu'à maintenant, et en raison de cette crise et de tout ce que vous avez traversé. Vous avez vraiment la conviction que le magasin n'est pas mort? Moi, je suis absolument convaincue que le magasin n'est pas mort. Moi, je l'ai vu et vécu post-confinement en mai, quand les magasins ont réouvert le 19 mai, où il y a eu un engouement. Enfin, retail, le magasin est vraiment un point de contact. On l'a vu sociétal. Enfin, toutes nos clientes sont revenues. Certaines responsables ont eu des gâteaux, des bouquets de fleurs, des paniers de chocolat. Oui, parce qu'elles étaient toutes contentes. Voilà, il y a eu. On a été, je pense comme beaucoup, comme tous de toute façon, on a connu un épisode absolument extraordinaire dans la façon dont ça s'est passé, et en même temps qui nous a rappelé aussi nos besoins vitaux, et pas tant d'acheter un vêtement que d'aller toucher, d'aller parler, d'aller essayer, donc c'est vrai que non, pour moi le commerce n'est pas mort, et je trouve formidable effectivement que le gouvernement prenne part à ces enjeux via ces assises, dont lequel du reste notre Laurent Melchior, le président du groupe, intervient, et aujourd'hui même à Bercy pour évoquer tous les enjeux de l'omnicanalité, de la responsabilité de nos marques. Donc non, moi je suis plutôt positive et ravie que le sujet soit mis sur la table. Merci beaucoup Axelle Matéry. Je rappelle que vous êtes directrice générale chez Maison 123, puisque c'est comme ça qu'il faut dire maintenant. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci Aurélie. Et je suis maintenant en compagnie de Jean-François Roulon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Cartamundi France. Alors, c'est plusieurs marques, dont la marque Ducal, qui fête cette année ses 75 ans. Ducal, c'est un peu les cartes que tout le monde connaît, finalement, les cartes à jouer. Mais quelle est l'histoire de cette marque, en fait? Alors, c'est une marque qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale par M. Jean-Marie Simon, et qui a vécu en fait toute sa vie de marque de cartes à jouer, et qui a accompagné la majorité de nos grands-parents ou de nos parents dans le passé. Des marques qui étaient une marque populaire pour jouer à la belote, au tarot, au rami, voilà, tous les jeux que l'on connaît aujourd'hui et qui ont passé à travers le temps et les générations. Et justement, il y a encore un marché pour ça. Aujourd'hui, les gens continuent de jouer au tarot, à la belote. Oui, il y a encore un marché. Et plus que ça, il y a un marché qui est en résurgence. Il y a beaucoup de jeunes générations qui ont envie de rejouer à ce type de jeu. Il y a beaucoup de valeurs de transmission entre les générations aussi. Donc les grands-parents apprennent le rami, par exemple, à leurs petits-enfants, etc. Donc oui, il y a un vrai retour. Et il y a aussi un retour vers des choses peut-être plus fun, renouvelées, ce que nous, on travaille également, avec des mécaniques qui s'apparentent au fait au tarot ou à la belote, mais avec des côtés plus fun, plus engageants, plus rapides aussi pour les jeunes générations. Alors, moi, je me demandais s'il y avait des spécificités techniques selon les usages. Est-ce qu'on crée une carte de belote comme on crée une carte pour jouer au poker? Enfin, est-ce qu'il y a des est-ce que c'est finalement la même carte pour tout le monde? Non, alors il y a des spécificités techniques principalement sur les formats pour les typologies de jeux. Ouais. Un format poker est différent d'un format de jeu de belote ou d'un format de tarot. Le tarot, effectivement. Ensuite, la technicité même du carton que l'on utilise pour les cartes est plutôt dédiée en fait en fonction du côté expert des joueurs. Et je vais aller au maximum si vous allez dans les casinos. On utilise des matériaux bien spécifiques, notamment on utilise ce qu'on appelle une colle noire qui est positionnée entre 2 plaques de papier, ce qui vous permet d'avoir des cartes opaques, qui a un objectif, c'est que vous ne voyez pas à travers et donc de ne pas pouvoir tricher. Et oui, évidemment. C'est l'objectif majeur, effectivement. Et c'est compliqué à faire cette colle noire? Ah oui, on a des fabricants de papier très spécifiques qui fabriquent ce type de papier sur lequel on vient ensuite imprimer nos différentes faces, les rois, les dames, etc., les différents dos. Donc oui, tout à fait. Ouais. C'est une fabrication très, très particulière. Et vous fournissez les casinos, par exemple? On fournit les casinos, oui, tout à fait, en France. Ouais. Et ainsi que le groupe dans différents pays, comme aux États-Unis, par exemple. Non, les cartes françaises, elles sont employées aux États-Unis? C'est plus le cas, mais ça a été le cas il y a quelques années. Il y a une vingtaine d'années, on a eu vendu France Carte, la société France Carte, donc, qui est notre propriété, donc avec l'usine qui est à Nancy, fabriquait des cartes de casino qui étaient vendues aux États-Unis. Et il y a encore donc une usine française aujourd'hui qui fabrique ces cartes? Exactement. Donc on a une usine à Nancy. Ouais. Qui fabrique l'intégralité de nos cartes, de toutes les cartes à jouer, de la marque Grimaud, de la marque Ducal et tous les autres jeux qu'on peut produire. On produit aussi beaucoup pour d'autres éditeurs
qui ont besoin de cartes à jouer pour leurs jeux de société. Et donc, on produit énormément de cartes également dans cette usine. Quel genre à quels éditeurs Je sais pas, on pense par exemple aux Milborn, dont les cartes viennent de notre usine, un certain nombre de cartes des jeux Hasbro, des Monopoly. Pas toutes, mais certaines cartes viennent de l'usine française, sachant qu'on a 13 usines dans le groupe, donc d'autres cartes viennent d'autres pays. Mais on produit pratiquement l'équivalent de 32 millions de jeux à Nancy. Donc 32 millions de jeux. Oui, d'équivalent, ce qu'on appelle nous d'équivalent de 32 cartes, les fameux petits jeux pour jouer à la belote. Ouais. Voilà, dans notre jargon, on produit l'équivalent de 32 millions de jeux par an. Donc c'est assez gigantesque. C'est vrai que vous parlez du Milborn. Évidemment, ça semble indémodable, mais il y a plein d'autres jeux. Je pense à Blanc Manger Coco, mais il y en a plein d'autres. Oui, c'est une très bonne citation. Blanc Manger Coco a produit une grande partie de ses jeux chez nous. Et comment vous expliquez ce regain pour les jeux de cartes et les jeux de société ? C'est assez simple, c'est ce que moi j'appelle la tendance du digital detox. Ah ouais. Donc en fait, on est le pendant de tout ce qui se passe dans l'univers de la vidéo, toutes ces jeunes générations qui passent beaucoup de temps sur des téléphones et autres. Le jeu de cartes, c'est le pendant physique, c'est que ça vous permet physiquement de vous retrouver entre amis, en famille, et c'est un des rares moments qu'on peut avoir aujourd'hui, quand on n'est pas scotché sur nos téléphones, de pouvoir profiter ensemble d'un moment physiquement, en fait, socialement. C'est la résurgence du jeu de société et des jeux de cartes, c'est ça aujourd'hui. Et c'est ces jeux-là qui sont votre plus grand levier de croissance aujourd'hui ? Oui, complètement, oui. Il y a une vraie tendance. Le marché du jeu de société aujourd'hui, sur les 2 dernières années, a progressé en moyenne de 15 à 20%. Et sur les années avant le Covid, on va dire, parce que le Covid a accéléré en fait, le fait que les gens étaient confinés, avaient envie de jouer, effectivement, trouver des palliatifs pour s'occuper. Il fallait s'occuper. Voilà, exactement, occuper les enfants, etc. Mais sur les années précédentes, les 10 années qui ont précédé cette période Covid, c'était une croissance de 5 à 6% par an. Donc le jeu de société est en croissance depuis un certain nombre d'années et vraiment dans la tendance du moment. Ouais. Et vous-même, vous arrivez à innover sur vos propres jeux aujourd'hui ? Oui, et c'est un de nos challenges et c'est très important pour nous. Vous avez un certain nombre de jeux ici sur la table, autour de Ducal par exemple. On innove à la fois sur les mécaniques de jeu, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer par exemple du tarot pour amener d'autres mécaniques avec d'autres visuels. On innove sur la connectivité. Alors, c'est pas parce qu'on fait un jeu physique qu'on n'a pas envie que les gens se connectent d'une manière différente. Par exemple, on a des QR codes qui permettent aux gens d'aller chercher toutes les règles de jeu sur Internet. Et ça, c'est pratique parce qu'on les cherche tout le temps. C'est très compliqué. C'est clair. Puis il y en a beaucoup en plus. Oui, en plus, on les connaît pas toutes tout le temps. Donc, grâce à ce QR code, on permet aux gens de se connecter, d'aller chercher leurs règles du jeu, potentiellement plus tard de se retrouver. On est en train de travailler sur une géolocalisation, pour que les gens puissent se retrouver et faire une partie de belote ensemble. Vous cherchez 3 partenaires pour faire une partie de belote ou de tarot, vous allez trouver grâce à cette appli la possibilité de trouver des gens proches de chez vous pour pouvoir jouer. Donc ça, c'est le type de projet sur lequel on travaille et c'est l'innovation qu'on souhaite apporter aujourd'hui. Et ça veut dire que là, du coup, vous sortez du savoir-faire purement technique pour être davantage dans la réflexion, la stratégie complètement, oui. Pour nous, on est garant aussi non seulement du savoir-faire, mais aussi des mécaniques de jeu. Quelque part, on transmet un savoir-faire traditionnel, mais également des jeux traditionnels français. La belote, le tarot, on est fiers de ça et donc on veut continuer à ce que ces jeux perdurent en fait dans le temps. Moi, je suis allée sur votre site internet et j'ai découvert un jeu de famille. Et alors, c'est un jeu des 7 familles recomposées. Oui. Mais c'est clairement dans l'air du temps. Exactement, voilà. C'est une manière pour nous de réadapter à l'air du temps, comme vous le dites, un certain nombre de mécaniques de jeu, ce qui est normal. Ouais. Aujourd'hui, les éditeurs, vous avez l'impression qu'ils veulent des cartes made in France, c'est important pour Oui, ça revient assez fort, on le sent. Il y a une double demande en fait. Il y a la première demande est que aujourd'hui c'est moins intéressant économiquement de produire en Chine, il faut être très clair. D'autant plus avec les problématiques de transport et de coûts de containers qui ont été multipliés par 10 ces derniers temps. Mais il y a aussi une vraie tendance de fond. La plupart des éditeurs aujourd'hui sont des jeunes éditeurs. Et ils revendiquent aujourd'hui de produire intelligemment, localement, comme on peut le faire dans l'alimentaire en fait. Et c'est une vraie tendance de fond, on a énormément de demandes. Ouais. Et il y a un savoir-faire spécial sur ces jeux de cartes dont on parlait, la Blanc Manger Coco et autres, c'est français et ça s'exporte bien, ou est-ce que au contraire ce sont des éditeurs étrangers qui... On a les deux en fait. Il y a des typologies de jeux qui sont très franco-français, donc qui ne dépassent pas le cadre du territoire français. Il y a d'autres. Blanc Manger Coco est très franco-français parce que l'humour, le wording qui est utilisé, c'est compliqué. D'autres peuvent franchir. Milborn franchit les frontières. Voilà, ça dépend vraiment des mécaniques de jeu, donc c'est difficile de vous répondre. Il n'y a pas de règle en fait. Ça dépend. Mais bon, on va prendre le cas d'Asmodée, qui est un groupe très connu en France, qui est pour moi un des leaders mondial en fait du jeu de société. C'est une société française, donc il y a un vrai savoir-faire français. Intellectuel, je pense, dans la création de jeux. C'est là où on est fort, en fait. La valeur ajoutée, elle est là aussi, beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François Roulon. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Carta Mundi France. Merci d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie. Merci à vous.
Et je suis maintenant avec Bertille Toledano, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Et alors avec votre coprésident David Leclabar, vous avez signé cette semaine une tribune pour alerter sur la tension qui monte, selon vous, en tout cas, entre les agences de communication et les cabinets de cost control. Oui. Qu'est-ce qui provoque cette tension actuellement, Bertille ? Alors, en fait, c'est une dérive du métier, parce que le cost control, on le connaît depuis très longtemps, en fait. Les cabinets de cost control, c'est qui, déjà, pour les gens ? C'est des gens qui interviennent sur un sujet qui est la production. C'est un sujet important des agences. Dans un processus d'agence, vous commencez avec un brief, vous présentez une création, puis une fois que tout le monde s'est mis d'accord, vous passez à l'étape de la production. Il faut savoir que la production, c'est un moment hyper important de la vie des agences, parce que c'est le moment où le projet que les créatifs avaient en tête va se matérialiser. C'est le moment où les clients, l'imaginaire, tout le projet qu'ils ont mis, toute l'attention qu'ils ont mis sur ce projet va se réaliser. Et c'est le moment où, en plus, ce projet, il commence à avoir un coût très, très concret. Et donc, c'est un moment important, c'est un moment à la fois vital, parce que c'est le moment où la création se fait. Il y a souvent un deuxième saut créatif, parce qu'un réalisateur, il va apporter sa marque, il va apporter sa vision, un acteur, il va apporter quelque chose, tout le monde apporte quelque chose à ce moment-là. Et donc, c'est un moment très important, c'est un moment formidable de création, mais c'est aussi un moment de réalité, parce que tout d'un coup, votre création a un coût. Ouais. Donc, le cost control, c'est un métier qui existe depuis très longtemps, où les clients ont fait appel à des cabinets pour auditer, pour les aider à auditer le coût de cette production et pour savoir. Pas tomber dans des trucs hollywoodiens. Exactement, et pour savoir si finalement les enjeux d'une production correspondaient au prix qui était mis en face. D'accord. Donc c'était plutôt sain au début alors. C'est plutôt sain, et puis c'est un peu comme un tiers de confiance. C'est finalement quelqu'un qui arrive dans un peu comme son comptable ou... Voilà, comme quelqu'un qui auditerait des comptes et qui dit, voilà, là c'est raisonnable, ça me paraît bien, etc. Et d'ailleurs, parfois ça aide même sur les productions à rationaliser les choses, parce que les clients, ils produisent pas toujours, ils font pas 200 productions par an. Vous voyez, nous on fait 700 productions par an, tous les clients font pas 700 productions par an, donc ils n'ont pas forcément une idée, puis ils savent pas forcément que tel réalisateur est bien, parce que vous avez un réalisateur qui va être formidable pour faire quelque chose, mais qui n'est pas forcément formidable pour faire la comédie hilarante que vous souhaitiez avoir. donc bref, il y a des enjeux et il y a des coûts, et ces gens-là étaient là pour conseiller le client, auditer les comptes sur ces coûts. Alors pourquoi il y a des tensions aujourd'hui d'un coup ? Alors, elles sont liées à deux dérives importantes. En fait, il y a un contexte d'abord. Le contexte, c'est que les agences doivent produire de plus en plus d'assets pour un même montant de production. En fait, le développement du digital, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que là où moi, quand j'étais jeune chef de pub, parce que j'étais jeune chef de pub, je produisais un film, 3 prints, etc. Aujourd'hui, on appelle ça un asset. Et des assets, pour une même production, parfois il y en a 300, parfois il y en a 700. Pour une même production ? Mais évidemment, parce qu'il y a tous les formats publicitaires, tous les formats Internet, tous les formats... Ah oui, parce qu'il faut multiplier les médias Twitter, sociaux, les contents, les trucs. Voilà, il y a 250 formats en fonction des médias sociaux, en fonction des plateformes. Et on ne peut pas dupliquer de l'un à l'autre En fait, c'est pas si simple quand même. Il faut des formats adaptés. Et du coup... ce qui est normal, les clients, ils n'ont pas eu, alors qu'il y a un montant d'assets exponentiel, ils n'ont pas eu des budgets exponentiels. Donc il faut surtout pas dans le contexte en plus. Oui, donc il faut faire rentrer tout ça dans des enveloppes de prix de plus en plus serrées. Donc ces discussions, elles sont de plus en plus tendues, parce que pour faire rentrer les budgets de prod dans les exigences, en fait, c'est aussi de plus en plus difficile. Et en fait, à cette occasion, on voit que finalement, les marges de négociation, c'est-à-dire que les agences maintenant négocient, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de gras, on va dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que... Et du coup, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les cabinets de cost control ont choisi de développer d'autres savoir-faire. Et entre autres, de se déporter sur le conseil en production, le conseil en achat d'art, le conseil sur de la négociation de droits. En fait, nos métiers, globalement, sont des métiers que fait l'agence. Donc, ce qui est pas grave, parce qu'on peut se dire pourquoi pas concurrence, quoi. Pourquoi pas Pourquoi pas. Sauf que ce qui est compliqué, c'est de faire les deux en même temps. C'est-à-dire d'être un peu jugé parti. Vous pouvez pas rentrer sur un compte en disant je fais le cost control, donc je suis l'impartialité, je suis le entre guillemets le tiers de confiance.
by the way, vous êtes rentré sur mon client avec cette prérogative-là. D'accord. Et puis devenir tout d'un coup mon propre concurrent sur mon client. Parce que ça entraîne 2 dérives, en fait. Le dénigrement des agences, ce qu'on voit et ce qu'on entend de plus en plus, c'est des cost control qui dénigrent le travail des agences en disant ils vous ont pas assez bien conseillé là-dessus ils déconnent, les trucs machin, etc. Et du coup, ça produit un truc qui est terrible, qui est une perte de confiance dans la relation agence-annonceur, ce qui est très important. C'est une des bases de la concurrence déloyale, hein, c'est le dénigrement. D'accord. Donc c'est un truc très important. Et l'autre chose, c'est une concurrence sur un client qui est votre client. Moi, j'ai pas de problème à ce moment-là qu'ils deviennent conseil en agence, conseil en production. Ça existe. Hein, il y a des boîtes de prod, il y a des trucs. C'est complètement légal. Mais à ce moment-là, ils sont pas cost contrôleurs au même moment. On peut pas faire les deux, quoi. Ben non, les gens qui auditent les comptes et certifient Mais les vous comptes, avez c'est des pas... exemples concrets de dérives qui vous auraient particulièrement choqué? Ah ben oui, parce que vous avez, il y en a plein. Mais par exemple, vous avez des cost contrôleurs qui tout d'un coup font rentrer une autre boîte de prod au milieu d'une consultation. C'est-à-dire que vous avez interrogé des boîtes de production, puis il y en a une 3e ou une 4e ou une 5e qui arrive, mais au milieu de la consultation, alors que la consultation est déjà fermée. Ou vous avez des négociations on top de conseils d'achat d'art tout d'un coup qui sont faits. Donc en fait, on refait le stylisme d'un truc. Ou on refait un script. On décide que finalement, le script de l'agence, si on enlevait telle scène et telle scène, ça pourrait tenir en 3 jours au lieu de tenir en 4. Donc ça ferait baisser les coûts. Mais il faut vous dire un truc, parce que c'est le seul point véritablement fondamental de cette histoire, c'est que qui garde la responsabilité finalement de l'objet fini créatif? C'est l'agence, j'imagine. Évidemment. Ouais. Donc je suis responsable de quelque chose que quelqu'un aurait modifié à ma place. Est-ce que vous accepteriez de faire ça? Moi, non. Mais Est-ce que vous voulez que je signe votre émission? Non. Mais alors, je vous le demanderai pas du reste. vous savez quoi? Pour que ce soit beaucoup plus clair pour les gens, je vais faire un transfert. Est-ce que vous pensez que quand ils font du cost control sur du conseil en audit, parce qu'il y a des cost contrôleurs, quand les entreprises interrogent Ernst & Young, quand ils interrogent d'autres cabinets d'audit. Bon, quand ils font ce type de truc, est-ce que vous pensez qu'à la fin, ils se proposent aussi de faire l'audit? Je suppose que la réponse est non. Ah ben j'espère. Mais moi, je demande, je pose la question. Si les cabinets d'audit veulent me répondre, ça m'intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est que la production, c'est un métier. C'est vraiment un métier, la production. Et c'est un métier sensible parce qu'il peut se passer plein de choses sur une production. C'est un métier délicat. Moi, j'ai transporté des jonques à Venise pour Louis Vuitton avec des jonques qui sont sables à la dernière minute. Il faut faire revenir une jonque d'un autre pays. Il y a des trucs de dingue qui se passent sur une production. Parce qu'encore une fois, c'est un moment où tout votre imaginaire, tout votre émotionnel, il va se confronter à la réalité de l'exécution. Donc, c'est un moment super sensible. Moi, pour ça, j'ai une bande de production. Moi, j'ai une bande de films. Vous pouvez regarder, moi, à ACC, ce que je veux dire, toutes les agences ont des bandes de films. On a tous, et les gens peuvent regarder nos bandes de films et se dire, est-ce que ces gens savent bien exécuter? Est-ce qu'ils savent bien produire? Est-ce qu'ils ont déjà bien produit? Ils ont fait des travaux qui sont qualitatifs ou pas? Moi, je demande, où sont les bandes de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Qu'est-ce que vous pouvez y faire ou qu'est-ce que vous réclamez, en fait? Alors, ça, c'est un point intéressant. On dit 2 choses. On dit, nous n'avons rien contre le cost control. C'est hyper important que les gens sachent ça. On n'a rien contre le cost control. On dit juste, on fait le cost control ou on fait conseil en production. On ne fait pas les deux sur nos clients, sur nos mêmes clients. Donc, en fait, ce qu'on va demander aux annonceurs, c'est quand ils ont engagé quelqu'un pour faire du cost control, ils font faire du cost control. Quand ils veulent un conseil en production, ils les interrogent sur du conseil en production. Mais à ce moment-là, ce ne sont pas nos cost controllers. Parce que s'ils sont conseils en production comme nous, il faut qu'ils aient des cost controllers comme nous. Il faut qu'ils aient la même éthique. Les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. Et il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun problème. S'ils veulent faire du trafic, s'ils veulent faire de l'achat d'art, s'ils veulent faire de la négociation de droits musicaux, on a tous des structures qui négocient des droits musicaux. Moi, j'ai pas de problème. Mais ils rentrent pas sur un sujet où, du coup, ils ont la connaissance du client, ils ont la connaissance de mes prix, ils ont la connaissance de nos créations pour faire une partie du travail et récupérer une partie du travail qui incombe normalement à l'agence. Et les annonceurs, ils réagissent comment quand vous leur en parlez?
Là, ils nous ont donné des rendez-vous. Je pense qu'ils sont conscients que... Oui, on a eu des appels. Évidemment, vous imaginez que c'est monté dans les tours. Et elle a 2 jours, la tribune. Je précise. Et qu'on a... Non. Alors, je vais vous dire ce qui est super positif dans tout ça, c'est qu'on s'intéresse à la production. La production, c'est un endroit vraiment délicat, vraiment important. Et c'est un vrai endroit de création. Vous avez l'impression qu'elle est délaissée, la production ou... Je pense que, en tout cas, elle est en passe d'être quasiment industrialisée, comme si on pouvait faire de la production, comme si c'était en processant les choses, etc., on allait faire de la production de super qualité, en industrialisant le process. Parce que, en fait, le fait de multiplier les assets aussi, ça donne l'idée qu'on pourrait faire... Produire en masse. Voilà, quantitativement, en fait. En fait, on produit plein de trucs moches en très grande quantité, il faut se le dire. Hein. Et ça, c'est une pollution. Parce qu'il y a un autre sujet par ailleurs qui est la RSE. Donc on a intérêt tous à produire des choses qui valent le coup d'être vues quand même, qui ont une sensibilité, qui apportent quelque chose au débat. Si ça apporte rien, si c'est juste de la production quantitative. Et puis on vous l'a suffisamment reproché en plus. Exactement. Donc, donc le sujet, c'est vraiment la qualité de notre production. Nous, avec David, on a porté ce sujet parce qu'encore une fois, c'est pas moi, Bertie Toledano, qui porte ce sujet, c'est l'ACC porte ce sujet au nom de toutes les agences qui font partie de l'ACC. On nous a demandé de le porter et on le porte et on l'embrasse avec fierté. On va embrasser un deuxième sujet qui est la relocalisation de la production en France. On aimerait qu'il y ait plus de production qui se déroule en France. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet de RSE, ça va être un sujet pour l'environnement, parce que c'est un sujet pour l'économie, ça fait marcher l'économie. Moi, quand je déplace un tournage, comme en ce moment à Kiev, où il y a 70 personnes sur un tournage, dans des hôtels, etc., ça fait marcher le tourisme, ça fait marcher la restauration, etc. Pourquoi ça n'a pas lieu en France ? Parce que les conditions, entre guillemets, de coûts sont trop importantes et sont trop difficiles en France. Mais comment vous allez faire, là ? Alors ? C'est le moment où je vais faire rire un peu tout le monde. En 91, il y a eu un article à la Commission européenne. Moi, à ce moment-là, j'étais au Parlement européen. On travaillait sur un truc qui s'appelait l'exception culturelle française. Oui, bien sûr. Et on a décidé de défiscaliser une partie des productions en France pour encourager le cinéma français. Vous voulez la même chose pour la pub ? En fait, je vais vous dire un truc. Dans cet article de loi sur l'exception culturelle française, il y a 2 exceptions. La production à caractère pornographique et la production publicitaire. Les 2 sont sur le même plan. Ouais. Ça s'appelle l'alinéa 2B. Donc, j'interroge les pouvoirs publics sur le bien fondé de l'exception culturelle française non adaptée aux produits publicitaires. Et je vais vous dire pourquoi. Pas parce que il y a en France un truc, comme c'est du commerce, c'est pas propre. C'est drôle, hein, parce que pornographie, publicité. Oui, c'est surprenant comme analogie, mais... Donc, en fait, il y a un petit truc en France comme ça, le commerce, c'est pas propre. Moi, je voudrais vous dire un truc, c'est que notre métier, c'est un petit pont sensible qu'on traverse tous les jours entre les industries de la création et le commerce. Quand je fais un film publicitaire, il y a un réalisateur, un director, si on parle anglais, il y a des maquilleurs, il y a des coiffeurs, il y a des techniciens, il y a des acteurs. Parfois, il y a des mannequins, parfois, il y a des acteurs, parfois... Bon, bref, il y a de la déco, il y a du stylisme, il y a plein de choses qui travaillent le reste du temps pour des séries, pour des films, Donc, en fait, ce sont les mêmes gens. Et si on travaille plus en France, on fera travailler plus ces gens-là. C'est marrant parce que ça fait quand même un petit moment que je suis ce secteur. J'ai jamais entendu le secteur de la pub râler ni taper du poing sur la table. Qu'est-ce qui se passe ? D'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt on tape sur la pub, mais c'est pas la pub qui... D'abord, il se passe plusieurs choses. C'est que je pense que on a décidé de repasser à l'offensive sur notre valeur et sur la valeur de ce qu'on fait. Ça avait été trop déconsidéré ? Oui, je pense que ce métier crée de la valeur. Il crée de la valeur économique, il crée de la valeur pour les marques, il crée de la réputation. Il crée des choses et il crée du lien aussi. Parce que finalement, des grandes campagnes populaires, c'est aussi des endroits qui réunissent du monde, etc. Donc, il crée de la valeur. Donc, on a décidé de défendre cette valeur. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qu'on veut dire, c'est que nous, on n'est pas du tout dans des forces conservatrices, on est dans des forces de progrès. Avec David, c'est pour ça qu'on a été élu à la tête de la ACC. Et pour dire, en fait, ce métier-là, cette force créative, c'est une force incroyable de transformation de la société et des comportements. Parce que finalement,
les imaginaires que je véhicule. Vous savez, pour changer de comportement, il faut du désir, en fait. Et les imaginaires que je véhicule, eh ben, ils peuvent générer des désirs qui sont ailleurs que sur du quantitatif. Qui sont ailleurs que... Et on le voit bien d'ailleurs, quand vous regardez des spots de pub des années 70 ou 80, c'est inregardable. Vous regardez le truc, vous dites mais comment ils osaient faire ça, mais pourquoi ils faisaient ça, ah, mais c'est horrible, etc. Donc c'est assez drôle en fait. Nous, notre métier, on passe notre vie à observer les gens, à observer ce qu'ils font, ce qu'ils aimeraient faire, leurs aspirations. On dit catching beginnings, saisir ce qui commence, ce que les gens font de plus en plus, la façon dont ils souhaitent consommer, la façon dont ils souhaitent dont ils souhaitent se nourrir et tout. Et nous, on peut être un formidable tracteur des transformations en cours, pour une consommation plus raisonnée, pour un rapport finalement au non-marchand, parce que les gens en ce moment, on dit beaucoup, ils consomment de l'immatériel, de la culture, de l'éducation, ils consomment d'autres choses. Donc on peut être un formidable vecteur de ça, et c'est pour ça qu'on dit il faut mettre les combats au bon endroit, il ne faut pas avoir peur de dire des choses, et je trouve que ce débat autour de la production, il est hyper sain. Merci beaucoup Bertille Toledano d'être venue en tout cas l'expliquer, coprésidente de l'association des agences conseils en communication. Et on termine cette émission avec notre rendez-vous mensuel avec Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, qui est avec nous depuis Londres. Bonjour Arnaud. Alors, on s'était dit le mois dernier qu'on allait parler de Casino et de sa maison mère Rallye parce qu'effectivement, le mois dernier, le mur de la dette a été repoussé de 2 ans grâce à une mesure qui est liée à la crise sanitaire. Arnaud, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Oui, alors en fait, il y a eu un communiqué qui est apparu soudainement fin octobre disant que le planning de remboursement de la dette de Rallye, dont on rappelle qu'elle est en procédure de sauvegarde, avait été allongé de 2 ans en fait. Alors, ce mur de la dette, il était en 2023 et en fait, tout a été repoussé en 2025. Donc, il y a effectivement des mesures transitoires qui existent dans le cadre du Covid qui sont destinées en fait à permettre au plan de sauvegarde d'être assuré. Alors là, il y a certains observateurs un peu caustiques qui ont dit c'est quand même bizarre qu'on traite en 2021 une échéance de 2023. Mais Jean-Charles Naouri, qui est assez habile et adroit et qui, contrairement à Arnaud Lagardère, lui a gardé le contrôle de son entreprise pour gérer, en gérant sa dette via une procédure de sauvegarde, et qui avait des difficultés, dit-on, sur la place pour refinancer sa dette de 2023, parce que vous savez, il faut s'y prendre toujours 1 ou 2 ans à l'avance, il a profité de cette mesure et comme ça, il a trouvé 2 ans de liquidité supplémentaire et son mur de la dette, il est déplacé à 2025. Ce qui est assez croustillant, c'est que le communiqué indique que c'est à la demande des commissaires à l'exécution du plan. Alors, on va les croire, mais également, si vous voulez, c'est qu'ils prennent comme argument que dans le contexte de la pandémie, il n'y a plus de calendrier de réalisation des actifs, puisque finalement, il s'était engagé à 4,4 milliards de cessions d'actifs, sur lesquels il en a déjà réalisé un peu plus de 3 milliards, et donc il n'avait pas été tout à fait jusqu'au bout de ce qu'il fallait. Mais donc pas d'urgence quand même, puisque c'est déjà c'était 2023 et c'est repoussé 2025. Mais quels sont les leviers de Jean-Charles Naouri ? Parce qu'à un moment quand même, il faut régler le problème. Il a 2 leviers extrêmement intéressants. Il a 2 pépites. En fait, il a Green Yellow, qui est une filiale de photovoltaïque, dont il avait envisagé d'ailleurs l'IPO, la mise en bourse. Et puis, il a Cdiscount, qui est un des grands acteurs, le grand acteur du e-commerce en France après Amazon, qui est une véritable pépite, qui vaut beaucoup d'argent. Donc, il a beaucoup de ressources. Il est très habile. Il a utilisé ses dispositions Covid. Après tout, il a eu raison. Ça fait grincer pas mal de dents, bien évidemment, parce qu'on trouve que c'est un petit peu exagéré que cette mesure soit ainsi stretchée de cette façon. Mais c'est la vie des entreprises. C'est un opportuniste. Il est adroit. Il a 2 années de plus. Donc, du coup, ça devrait lui permettre d'aller au bout de ces sujets, de ces problèmes de liquidité pour Casino.
Alors, on va continuer notre petit tour des entreprises françaises pour l'instant avec un autre cas qui est dans la même branche, puisqu'il s'agit d'Auchan. Auchan qui se réorganise, on l'a appris cette semaine après l'échec du rapprochement avec Carrefour. Nommé il y a moins d'un an, les vice-présidents et directeurs généraux d'Auchan France, Alexandre Muliez et Jean-Denis Devine, quittent leurs fonctions. Et donc, c'est Yves Claude, l'ancien patron de Decathlon, qui a été nommé PDG d'Auchan Retail, qui prend aussi la présidence exécutive d'Auchan France. Et le petit-fils de Gérard Muliez est désavoué. La famille semble tourner, ou vouloir tourner en tout cas une page, Arnaud. Oui, alors en fait, moi je trouve que c'est assez positif ce qui se passe chez Auchan et dans l'environnement Mulier. Vous savez qu'ils n'aiment pas qu'on dise que c'est un groupe. C'est assez intéressant parce que ça montre que leur gouvernance fonctionne en fait. Et qui sont capables de tirer les conséquences un petit peu de ce qui se passe. Alors, on reste quand même dans l'environnement, puisque il y en a qui viennent de la filiale russe, il y a également le président qui vient de Decathlon, donc on reste quand même dans cet environnement et dans cette culture, mais on voit un groupe qui aujourd'hui recrute aussi beaucoup à l'extérieur, essaye de parfaire son écosystème, bien évidemment. Il ne faut pas oublier que c'est un mastodonte quand même. On en avait parlé il y a 2 mois quand il y avait eu, entre guillemets, cet échec de négociation entre Carrefour et Auchan. En fait, je pense que tout ça est magnifiquement géré par Barthélémy Guillain, qui est plus que jamais l'homme fort au niveau de l'association familiale Mullier, l'AFM, qui est l'actionnaire de ces entreprises. Et puis, ça montre que finalement, vous savez, c'est un groupe qui a en tout 100 milliards de chiffre d'affaires, 700 000 salariés, sans marque. Donc c'est quand même beaucoup, et ça montre que c'est un groupe qui se remet en question. Auchan était ce qui avait beaucoup de valeur avant et aujourd'hui qui est confronté à son problème de modèle économique sur les hypermarchés. Ils doivent transformer là-dessus. En revanche, ils ont la force du reste du groupe, de toutes ces autres marques qui créent une diversification énorme. Et donc, l'échec de la négociation avec Carrefour, à mon avis, est peut-être que partie remise. On s'en était parlé, il n'y avait que 2 prédateurs possibles, ou 2 cibles possibles, Carrefour ou Casino, justement, puisqu'on parlait de Casino. Mais je crois que ça fait comprendre, ça met la famille dans un principe de réalité et de comprendre que Auchan n'est plus cette locomotive qu'elle était, mais que les nouvelles locomotives s'appellent Leroy Merlin ou Decathlon. Alors, le mois dernier, Arnaud, on avait parlé des records en bourse. Et après les records en bourse, là, on fait face à des records d'achat d'actions. Qu'est-ce qui justifie cette stratégie aujourd'hui, selon vous, de la part de bon nombre d'entreprises, Arnaud ? Oui, alors les rachats d'actions qui sont les buybacks, qui sont les sociétés qui rachètent leurs propres actions. Alors, on n'est pas très habitué, mais finalement, il y a pas mal de nouvelles là-dessus. Aux États-Unis, il y a déjà plus de 1000 milliards de dollars qui sont annoncés et on devrait vraiment dépasser le record de 2018 qui était 1100 milliards. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais finalement, c'est souvent une façon de faire grimper les cours des actions parce qu'on augmente le bénéfice par action sur les actions qui sont réellement en circulation, à l'exclusion, bien évidemment, de celles qui ont été rachetées par les entreprises. C'est aussi assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de liquidités, ces entreprises ont beaucoup de liquidités et que finalement, elles investissent où ? Là où elles connaissent et là où elles savent qu'elles vont trouver de la rentabilité, chez elles-mêmes. Donc en fait, on a une déferlante. On a toutes ces grandes sociétés mondiales qui ont dépensé beaucoup d'argent, aussi bien les AXA, on a BNP Paribas qui a annoncé 900 millions de rachats d'actions, on a des géants comme SoftBank, Barclays, ABN AMRO, et on a même Warren Buffett qui a consacré 50 milliards en 3 ans au rachat de ses propres actions. Alors, il faut dire que son fonds Berkshire Hathaway est plutôt très très bien géré et donc il considère qu'il vaut mieux qu'il utilise cette trésorerie parce qu'il génère beaucoup plus finalement de profits que s'il investissait dans d'autres sociétés. Et c'est pour les banques notamment qui ont utilisé ça, notamment en France, qui était un peu une nouvelle, même Société Générale ou BNP, une façon de contrecarrer le régulateur qui avait imposé l'absence de versement de dividendes au cours des 18 mois de pandémie. Et si on prend un exemple concret, par exemple Apple, ça donnerait quoi en termes de chiffres ?
Alors, Apple, depuis 2013, c'est une société qui a réduit le nombre de ses actions de 26 milliards d'actions à 16 milliards et qui a consacré 460 milliards de dollars de sa trésorerie. Et rien qu'en 2021, c'est 85 milliards et depuis 2018, c'est un rythme compris entre 70 et 80 milliards par an. D'ailleurs, assez significatif. Le bénéfice par action croît dans cette société sur les 10 dernières années de 18% par an, alors que le résultat d'exploitation ne croît finalement que de 10% par an. Et Apple ne veut pas en rester là, veut continuer à réduire le nombre de ses actions. Il faut peut-être rappeler que sur cette même période, en 10 ans, le prix des actions Apple, il est passé de 13 $ à 170 $, en fait. Donc, en fait, ça a un effet sur la valeur des actions qui est énorme. Alors bien évidemment, il y a en plus les fondamentaux du modèle économique. Je vous rappelle que pour atteindre 1000 milliards de dollars, il a fallu 38 ans à Apple, et pour passer de 1000 milliards à 2000 milliards de capitalisation boursière, il leur a fallu 2 ans. Oui, effectivement, c'est bluffant. Autre tendance de fond qui se dessine là, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est la fin des conglomérats. On a eu Toshiba, GE, Johnson & Johnson, les conglomérats industriels. Est-ce que c'est parce que ces entreprises-là, elles vont mal, Arnaud, ou est-ce que, au contraire, c'est juste que ce modèle-là, finalement, ça ne marche plus ? Oui, c'est un peu la fin d'un modèle. Alors, les conglomérats dont on parle, ils étaient beaucoup sur des commodities, l'eau, l'électricité, souvent industrielles aussi. Et finalement, ils aggloméraient beaucoup d'activités qui n'avaient pas grand-chose à voir. À l'origine, c'était pour avoir des effets de taille. C'était également de la diversification d'actifs, ce qui n'est pas une stratégie idiote. Et puis finalement, on est un peu avec des acteurs de plus en plus hyper spécialisés. Et on s'est aperçu que ces acteurs hyper spécialisés faisaient beaucoup mieux que les généralistes. Donc, on a vu ça en France, hein, bien évidemment, également avec le Vivendi de l'époque Messier, avec la CGE. Et puis aujourd'hui, on voit Alstom et Alcatel qui reviennent et qu'on est en train de racheter. Donc, du coup, je crois que c'est davantage des allocations de ressources, mais finalement, c'est pas complètement la fin des conglomérats. Il y en a des nouveaux, en fait, qui sont en train d'émerger. Mais à quoi vous pensez exactement ? En fait, vous avez un peu les GAFAM qui sont devenus les nouveaux conglomérats. Je vous rappelle que Amazon a été successivement vendeur de livres, épicier, et aujourd'hui ils s'occupent du cloud et producteurs de cinéma, et même le cloud lui-même subventionne le reste des activités. Donc vous verrez qu'un jour se posera la question pour Amazon de son modèle. On a des modèles de type LVMH qui sont devenus des conglomérats du luxe, alors avec une cohérence qui est juste sur le luxe, mais pas sur les activités. C'est quand même extrêmement large, si vous voulez. Et puis, on a aussi des grands fonds d'investissement qui sont un peu ces nouveaux conglomérats. La différence, c'est qu'ils arbitrent beaucoup plus rapidement leurs actifs, en fait. Ils les font fructifier. Donc, on pense à des géants comme Apollo, comme BlackRock, comme SoftBank. BlackRock dépasse les 10 000 milliards sous gestion, les Ardian ou les PAI en France. Et donc, finalement, ils font tourner beaucoup plus leur portefeuille, alors que les conglomérats d'avant, hein, les Toshiba ou autres, avaient tendance finalement à garder leurs actifs. Après, c'est aussi aujourd'hui, le mouvement qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu le 1+1 qui font 3, en fait. Vous voyez, quand on regarde Vivendi Universal, quand on voit qu'ils ont coté à part UMG, Universal Music Group, c'est une opération. Aujourd'hui, UMG, à elle seule, vaut 46 milliards d'euros. Ça a été extrêmement créateur de valeur pour les actionnaires, dont Vincent Bolloré lui-même, d'ailleurs. Donc, effectivement, c'est un peu une tendance du moment. Et là, on retrouve notre cohérence par rapport à la bourse, qui est une très, très grande opportunité pour beaucoup d'entreprises. Donc, souvent, on va coter, d'ailleurs, des entreprises que l'on avait en portefeuille. Mais ce n'est pas pour autant que ce modèle-là sera nécessairement pérenne, Arnaud, parce que si vous parlez des GAFA, par exemple Facebook, on sent qu'il y a une pression, en tout cas aux États-Unis, on parle de démantèlement, de séparer les activités, même pression un peu sur Google. Donc, comment vous voyez ça ?
En fait, c'est un mouvement un peu perpétuel. Dans les années 80, quand je faisais mes études, on a eu le démantèlement de AT&T aux États-Unis. Et en fait, il y a un peu ces mouvements de concentration, diversification, recentrage. Ce sont des mouvements avec des rythmes de 5 ans, 5 à 10 ans pour les entreprises, si vous voulez. Et je crois qu'aujourd'hui, les risques, en fait, ils sont complètement différents. D'abord, on est dans des allocations et des arbitrages d'allocations d'actifs. Et deuxièmement, les risques se trouvent maintenant au niveau des régulateurs ou du Parlement. Régulateurs par rapport à la concurrence. À un moment, on trouve qu'un acteur est trop puissant. Et puis le Parlement, parce qu'ils réagissent beaucoup, notamment sur les GAFAM, notamment sur Facebook, parce que ce sont des questions de liberté, finalement. Est-ce qu'à un moment, c'est bon pour les libertés individuelles? Est-ce qu'à un moment, on ne donne pas trop de pouvoir à des Google ou à des Facebook? Donc il y a cette tentation des régulateurs et des législateurs de vouloir casser ces groupes qui deviennent trop puissants et dont il faut rappeler, ils sont plus puissants que beaucoup d'États sur la planète. Arnaud, je voudrais qu'on termine rapidement avec un sujet qui nous aura occupé pas mal cette année, c'est l'actualité dans les médias, puisque selon Le Monde, Le Figaro intéresserait Vincent Bolloré et Bernard Arnault. Arnaud, on prend les mêmes et on recommence là. Bah oui, c'est toujours finalement un petit peu les mêmes. Alors, c'est quand même de grands noms. C'est vrai que Le Figaro, c'est quand même un bel asset, surtout au moment d'ailleurs d'une élection présidentielle. Donc, on sait que Vincent Bolloré a une sorte de tropisme un peu à droite avec CNews, avec également les cibles qu'il a via Lagardère, sur lequel il a fait une OPA, hein, qui n'est pas encore effective puisque c'est encore à l'autorité de la concurrence, c'est soumis à l'autorisation. Mais Le Figaro, c'est un magnifique modèle économique tout de même. C'est beaucoup d'abonnés dans le numérique, c'est 25 millions de visiteurs par mois. Les chiffres de valorisation pour un journal, alors qu'on sait que la presse n'est pas forcément bien en point, on parle d'1 milliard d'euros, 500 millions à 1 milliard. Je ne suis pas certain que les Dassault veulent vendre, je ne suis pas certain qu'ils vendent à un Vincent Bolloré. Un Bernard Arnault est peut-être plus proche de leur ligne, avec une droite qui est peut-être un petit peu plus libérale. En tout cas, on sent que ça intéresse. On sent que les médias intéressent de toute façon ces grands capitaines d'industrie. On voit la force que ça a au moment d'ailleurs d'une élection présidentielle. On l'a vu pour Trump, on le voit peut-être pour la France, on verra, on va pas juger. Et on avait parlé, je crois, la dernière fois d'ailleurs du fameux SPAC qui avait absorbé le projet de Donald Trump d'un média à part entière. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que finalement, la presse continue à intéresser. Au même moment, d'ailleurs, vous avez vu qu'on est en train d'assister à la mort de la presse gratuite qui a tellement déstabilisé la presse dans les années 2000. Elle avait tellement déstabilisé la presse parce qu'elle avait absorbé tout le flux publicitaire. Et donc, voilà, c'est en train de s'arrêter, notamment la presse gratuite, d'ailleurs, du groupe Bolloré. Merci beaucoup Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. On se retrouve évidemment au mois de janvier. J'espère que vous serez avec moi cette fois en plateau. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve nous vendredi prochain. Et puis, dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.